La fibromyalgie est bien sûr une pathologie chronique qui atteint plus de 2,5 millions de personnes en France, dont plus de 80% de femmes, mais je pense que vous le savez tous. Et c'est un sujet très important auquel nous souhaitons pouvoir apporter notre petite pierre, notre petite contribution à la réduction de la douleur. Je ne vais pas faire long parce que vous êtes surtout venus pour aujourd'hui échanger, écouter les interventions des... Alors on a fait simple, on a mis deux grands docteurs, vous s'appelle tous les deux Patrick, c'est plus simple. On a l'autorisation de prendre des photos de la présentation, mais ne ferons pas de dédicace à la sortie, donc voilà, pour répondre à vos questions, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous sommes très heureux donc, de vous présenter cet après-midi plusieurs choses. Déjà le déroulement de la cure. Vous avez aujourd'hui deux représentants, deux directeurs d'établissements thermaux, Pascal Herrero, qui s'occupe des thermes de Christus, et Jean Montero, qui dirige les thermes des Arènes, qui savent parfaitement maîtriser ces programmes adaptés aux curistes fibromyalgiques. Et j'allais dire l'incontournable Brigitte, qui est infirmière à Thermes des Arènes et qui, je pense, est connue d'un certain nombre de personnes parmi vous. On vous présentera donc le déroulement de la cure. On vous présentera également des ateliers. Philippe Jost anime un certain nombre d'ateliers pour nous, parce que pour nous, la cure, c'est des soins, mais c'est également un moment important qui vous permet, l'après-midi, de participer à des ateliers, de participer à un certain nombre d'activités et donc de compléter la cure avec un certain nombre d'éléments qui vous permettent de repartir un peu mieux armé, pour passer une meilleure saison possible en préparation de la cure l'année suivante. Donc il y aura également des échanges, on vous parlera de ces ateliers, on parlera du programme ETP Fibro, puisque nous sommes l'une des rares stations en France à avoir un programme d'éducation thérapeutique du patient qui s'appelle Fibre Eau, puisqu'on travaille avec de l'eau thermale bien évidemment. On vous présentera ça et on terminera, je pense, par, après avoir assisté aux exposés des docteurs Géliès et Sicher, on terminera la journée par une visite des thermes. Je vous souhaite surtout une très très bonne veille, puisque c'est demain la journée de la fibromyalgie. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir et on vous souhaite une très belle après-midi. Merci. Alors, pour approfondir la définition de l'ETP, selon la définition de l'OMS de 1998, l'ETP est un processus continu, intégré aux soins et centré sur le patient. Pour nous, c'est très important. Elle comprend des activités organisées de sensibilisation, d'information, d'apprentissage et également un accompagnement psychosocial. Et l'ETP, il faut savoir qu'elle est présente dans la loi de la santé de 2009, dite loi Bachelot. Alors, qu'est-ce qu'une démarche ETP? Elle comprend 4 items. Le bilan éducatif, les ateliers, le plan d'action négocié et une évaluation. Comme je dis, pendant la cure, le secret c'est le mouvement tant physique que psychologique, et bouger ses neurones c'est important. Vous aurez aussi une séance de sophrologie et gestion du stress. Alors les différents intervenants seront en majorité formés à l'éducation thérapeutique, hein, ça il faut le savoir. Vous aurez aussi deux séances d'activité physique douce, hein, vous n'allez pas faire 15 km en 15 minutes ou 45 minutes. Vous aurez une séance de marche nordique douce, nous prêtons les bâtons, vous avez vraiment un coach sportif qui est vraiment là pour vous encadrer et qui va faire du cas par cas. Et vous aurez aussi donc une séance de stretching avec un coach. Donc l'atelier est proposé, ce programme est proposé à 50 €. Ça peut paraître cher, mais quand on voit un petit peu le nombre de séances et le nombre d'ateliers, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre déjà de savoir où vous en êtes. C'est peut-être quelque chose, en rentrant chez vous de la cure, que vous allez continuer à mettre en place,
ou c'est déjà peut-être des activités que vous pratiquez chez vous et qui vont vous permettre de les continuer pendant les 3 semaines de cure. Donc, et bien sûr, on répond aussi à toutes les demandes de renseignements, d'aide par mail, pour toute personne adhérente ou non adhérente. On répond absolument à tout le monde. On a une présence sur le net, en plus du site et du forum. On a un journal du net qui s'appelle Scoopit, c'est-à-dire que sur le site, je ne peux pas tout mettre. Donc, il serait imbuvable, quoi, après. Donc, on a sur le site un petit widget qui mène à un journal du net où je mets au fur et à mesure des informations complémentaires. On a une page Facebook avec 16 000 inscrits, on a un compte Twitter. On est aussi présent à différents congrès, SFR, RNR, Régional de la douleur, des salons. Bon, pendant 8 ans, on a tenu un stand au Salon des Thermalies, donc on rencontrait notamment Dax régulièrement, Monsieur Baquet, et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'organiser un peu en commun cette journée mondiale. Hein, et puis sur le salon Thermalies, on renseignait aussi les malades, donc on avait plus de 1000 visiteurs sur 4 jours. Donc on aide aussi la recherche avec une participation à différentes études sur la fibromyalgie, on participe à différentes enquêtes. Par exemple, bon, chaque étudiant qui veut faire un mémoire sur la fibromyalgie, ostéopathe, sophrologue et tout ça, n'importe, on diffuse leurs questionnaires, on les aide aussi à trouver des patients entre guillemets cobayes. On a aussi participé aux études sur le thermalisme, Thermalgie et Fillette. On a mis en place en mai 2014 une grande enquête nationale sur la fibromyalgie et qui est offerte à la recherche clinique. Tous les résultats ont été offerts à la recherche clinique et en partenariat donc avec la FLAR. On a obtenu 4536 réponses. On participe donc avec les instances à des études. Donc en juillet 2016, j'ai été auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur la fibro et on a remis les données de l'enquête. En novembre 2017, j'ai été auditionné par l'INSERM pour l'expertise collective de la fibromyalgie. À ce sujet, pour ceux qui se posent la question des résultats de cette expertise, qui reculait régulièrement, on les aura en fin d'année. Maintenant, normalement, c'est presque sûr qu'on les aura en fin d'année. Et depuis janvier 2019, je suis membre du groupe de travail sur le douleur au travail de France en santé. Les activités du CENAF. Le CENAF a eu un projet de manifestation nationale sur la fibromyalgie sous forme de regroupement d'assauts agrémentés par le ministère de la Santé. Cette démarche avait été envisagée lors d'un rendez-vous que nous avions au ministère de la Santé et attendue comme un premier événement. Après une année de rencontres à Paris, des associations se sont désistées. Donc nous avons mis de côté ce projet et les activités du CENAF ont changé par choix. Après des décennies d'existence, peut-être que le travail de connaissance de la fibromyalgie est peut-être fait, parce qu'avec tout le travail de terrain que nous avons mené, les gens commencent à connaître, les médecins même commencent à connaître la fibromyalgie un peu mieux. Les malades cherchent le soutien et adhèrent moins, préférant trouver des pistes, voire diagnostics, par Internet. Pour les études qui sont l'étude de l'INSERM et l'enquête parlementaire, le Sénat fait aussi partie des associations impliquées. La déléguée du Sénat fait partie du comité de relecture de l'INSERM. Les résultats seront rendus au ministère au mois de juin et seront rendus publics à l'automne, soit juste avant le congrès de la SFETD. Mal un peu partout, ça oblige à faire un bilan. Et ça, c'est à nous, évidemment, à faire ce bilan. Et ensuite, une fois ce bilan fait, on retient le diagnostic de fibromyalgie. Mais en général, c'est finalement assez rapide, si je puis dire, à faire parce que nous, spécialistes, on reçoit des patients qui ont déjà vu nombre de médecins, notamment. Alors, comme vous voyez ici, et ça, je pense que pour vous, c'est pas du tout un scoop, c'est la douleur, c'est un symptôme subjectif qui est bien difficile à décrire pour vous, parce qu'en plus, elle est variable, elle est capricieuse, il y a un retentissement quotidien, on se réveille le matin, on a déjà mal, on ne sait pas comment va se passer la journée,
d'autant plus que le sommeil n'a pas été réparateur. Et donc, là, vous voyez, je me suis inspiré d'ailleurs du travail de Fibromyalgie SOS, de l'enquête dont on a parlé un instant. Et tout ceci fait qu'à partir du moment où on se lève tous les jours avec des douleurs, il est normal, il est presque logique de devenir un peu, quel que soit, en minimum anxieux, voire dépressif. Mais le problème, c'est que certains d'entre nous, je parle des médecins, font souvent un raccourci entre douleur et dépression en pensant qu'on est dépressif, et c'est pour ça qu'on a mal, alors que c'est le problème inverse. Et puis, chacun d'entre nous va avoir une façon de parler de sa douleur en fonction de son éducation, de son passé. On parle beaucoup de mémoire de la douleur. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, moi j'appartiens à cette génération, la génération des Patrick, il n'y en a plus de Patrick maintenant, la génération des Patrick, où donc il y a une trentaine d'années, on considérait que les enfants prématurés, par exemple, n'avaient pas de douleur, que les enfants avaient un processus neurologique en évolution, donc ils ne souffraient pas. Heureusement, on est revenu là-dessus, mais oui, là, on parle des années 80, c'est pas si vieux que ça. Et donc, on sait maintenant qu'il y a une mémoire de la douleur, et notamment, parmi certaines patientes fibromyalgiques, on sait qu'en fait, à l'âge adulte, ressortent, sous forme de douleur, des traumatismes psychiques, affectifs, qu'on a ressentis dans l'enfance. Donc ça, c'est un élément important. Et puis la religion, pourquoi je cite la religion? Parce qu'il y a aussi des interdits, mais ça c'est pas seulement dans la religion. Moi je soigne pas mal de personnes qui viennent d'Afrique, et notamment un Africain ne montre pas qu'il a un homme, déjà en général, souvent d'ailleurs, ne va pas se plaindre d'une douleur, parce que ça ne se fait pas, un homme c'est au-dessus de tout, vous le savez bien. Et en fait il y a aussi cette dimension émotionnelle, c'est-à-dire cette façon d'exprimer la douleur, et beaucoup de femmes, un certain nombre de femmes fibromyalgiques en fait ont du mal à exprimer leurs émotions, et ça c'est un terrain aussi particulier qui est propice à la douleur. Alors ça c'est un travail qui a été fait, on constate que ce qui a été dit aux patients de fibromyalgie, c'est ça. Vous ne guérirez pas, vous êtes déprimé, apprenez à vivre avec, je vous plains, n'y pensez pas, ou le c'est dans la tête. Ça c'est dans la tête, ça c'est courant. Voire donc, vous allez terminer en fauteuil roulant, je dis bien, dans la fibromyalgie, on va le voir, le corps est en bon état, donc on ne termine pas en fauteuil roulant. Alors le c'est dans la tête, qui revient souvent, ça veut dire que, puisque tout est normal, ton dossier est normal, là je parle par exemple du conjoint, où votre dossier est normal, on n'a rien trouvé, donc c'est dans votre tête. C'est faux et c'est vrai dans le sens où le centre du cerveau sont au niveau de notre tête. On va voir justement en quoi c'est vrai. Alors ça, c'est un travail anglo-saxon qui a été fait, qui est intéressant, et on a posé la question aux patients, mais pour vous, qu'est-ce qui est insultant dans le vocabulaire que vous recevez de la part des médecins ou des non-médecins? Donc vous voyez que le c'est dans la tête, pour 93%, c'est une insulte. Le terme hystérie, pratiquement, et aussi le terme psychosomatique. Et j'avoue que moi, c'est un terme que je n'utilise jamais. Patrick pourra en parler tout à l'heure. Alors, nous, notre rôle, c'est de confirmer le diagnostic. On va confirmer le diagnostic par l'intermédiaire, évidemment, d'un interrogatoire, de l'écoute du patient, mais aussi de l'examen physique. Et ça, c'est fondamental. On a vu tout à l'heure, on a parlé des points, de ces fameux points douloureux, on en reparlera après. Mais examiner quelqu'un, c'est confirmer le diagnostic, mais aussi la rassurer quant à l'état de son corps. Je rappelle que dans la fibromyalgie, le corps, lui, est en bon état. On va voir ce qui se passe véritablement dans la fibromyalgie, mais le corps, lui, est en bon état. Et donc, pour nous, c'est un facteur aussi presque thérapeutique, de rassurer la personne sur l'état de son corps. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, l'examen clinique va nous montrer effectivement ces zones du corps qui deviennent douloureuses, alors que normalement, on ne devrait pas avoir mal quand on appuie à tel ou tel endroit du corps. Et donc, l'examen clinique est quelque chose de fondamental. Et j'insiste à ce sujet parce que les anglo-saxons, et en particulier les Américains, ont fait beaucoup d'études ces derniers temps où tout se fait par téléphone. Le diagnostic se fait par téléphone, je parle des fibromyalgiques, et donc il y a des enquêtes impressionnantes des Américains à ce sujet, et qui en fait, à mon avis, ne sont pas fiables. On ne pose pas un diagnostic par téléphone, on ne pose pas un diagnostic tant qu'on n'a pas examiné la personne. Alors c'est vrai que les examens sont multiples, variés, et justement, nous on sait quelles sont les analyses de sang qu'il faut faire, les radios pour éliminer certaines maladies qui peuvent s'associer ou qui peuvent ressembler à la fibromyalgie. Et alors, il existe des critères. Oui, je vais revenir en arrière, merci. Si vous voyez, il y a plusieurs dates de critères, 2010, 2011, 2016,
c'est pour une raison, finalement, qui montre que c'est pas si simple. Et à un moment donné, les Américains avaient éliminé tous ces points, ces fameux points douloureux qu'on retrouve chez le même patient d'une consultation à l'autre, et qui sont des points de ce qu'on appelle dans notre jargon d'allodynie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mal à un endroit, alors que normalement, je ne devrais pas avoir mal. Moi, j'appuie sur mon coude, j'ai pas mal, j'appuie sur le coude d'une patiente fibromyalgique, elle va sauter en l'air. C'est ça l'allodynie, c'est-à-dire cette hypersensibilité à la douleur. Alors ces points qu'on trouve partout, c'est tout simplement des points d'hypersensibilité. Et ça oblige à un examen clinique. Et les Américains avaient écarté ça. Maintenant, ils sont revenus dessus. Excellent. Aujourd'hui, on va peut-être essayer de vous donner, exceptionnellement, parce que c'est vous, le secret de la fibromyalgie. Vous le voulez? Oui. Qui est fibromyalgique ici? Donc je ne me suis pas trompé de salle. Bon, merci au directeur et aux directrices. Merci à Dulce. Heureusement qu'elle s'appelle Dulce, pas Dolores. Et merci à Philippe. J'essaie de me chauffer là, j'essaie de trouver les mots. Bon, le corps est déréglé, Patrick vous l'a dit. Le cerveau est déprogrammé. On va savoir pourquoi. Ceux qui ne veulent pas savoir pourquoi peuvent sortir de suite. Ceux qui n'auront pas compris, laissez-vous 2 nuits sur ces quelques informations, parce que comme l'a dit aussi Patrick, c'est la nuit que le cerveau, dans son sommeil paradoxal, va reconstruire ce que vous avez entendu dans la journée. Donc, avant de négativer ce qu'on va dire, laissez passer 2 nuits. D'accord? Vous voulez être guéri aujourd'hui? Oui. Pas tout le monde. Vous voulez revenir à Dax? C'est ça? Oui. Et donc, il faut en effet continuer à souffrir un peu. Revenez. Parce que Dax va vous réadapter le fonctionnement de votre corps. Il va vous régler, vous programmer, vous adapter. Diapositive suivante. On part de très loin. Quand un médecin va demander quelle est la maladie la plus noble, ils ont tous répondu l'infarctus du myocarde. Et quelle est la maladie la moins noble? 99e. Dernière. C'est la fibromyalgie. Donc n'essayez pas de convaincre tous les médecins. Gardez votre médecin, même s'il ne vous croit pas, parce qu'il faut, comme a dit Patrick, que vous ayez quelqu'un qui vérifie que vous n'avez pas autre chose que la fibrome. Quand on a sorti 100 patients, on n'en a eu que 10 qui n'avaient que la fibrome. 90% avaient autre chose en plus. Qui ici n'a pas fait l'exploration de l'apnée du sommeil? L'apnée du sommeil doit être explorée avant de dire qu'il y a fibromyalgie. Tout le monde n'a pas fait ça. Donc il faut faire la recherche de ce manque d'oxygène de la vie. C'est par exemple une chose qu'on découvre 2 fois par semaine. 60 centimètres à mon tour. J'ai la chance de voir 3 à 4 fibromyalgiques par jour nouvelles. Je charge depuis 30 ans. Vous ne m'entendez pas devant? Ah, ça c'est bien. Bravo. Bravo, bravo, c'est bien. C'est une des explications de la fibromyalgie, l'injustice. Au fond, vous m'avez entendu, en bas, ils ne m'ont pas entendu. Donc tous ceux de devant deviendront fibromyalgiques. Les autres seront guéris. Alors de fait, le fibromyalgique devient un patient écorché vif. Il ne faut pas dire douillet, hein, vous avez compris. C'est écorché vif. Et de fait, si on répète, on peut voir la diapo d'après, oui, si on répète les informations de tests douloureux, aux fibromyalgiques, les tests douloureux sont plus sensibles, plus écorchés vifs que ceux qui n'ont pas la fibro. Donc c'est ça, l'abaissement du seuil de la douleur. Et si on répète ces informations douloureuses, ils deviennent encore plus hypersensibles à la douleur. Donc les années d'accumulation de douleur vont vous rendre encore plus douloureux. Alors moi j'ai une autre explication pour les femmes qui sont plus fibromyalgiques et douloureuses. Vous, mesdames, vous faites dans la vie, depuis 30 ans, au moins 4 à 5 fonctions. Vous êtes des femmes, vous êtes des mères, vous êtes belles, vous êtes des travailleuses, vous êtes 4 ou 5 fonctions. Nous les hommes, qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, après on est fatigué. On s'arrête. Depuis 30 ans,
Et ce sera une des explications de l'explosion de la fibro. On vous a donné beaucoup ce rôle d'autonomie financière au prix d'un travail qui s'est additionné à votre travail domestique. Vous avez compris ça, vous le savez. Donc il y a quand même aussi une explication socio-familiale de cet état. Mais sinon, elle est aussi physiologique, avec toutes ces variations hormonales et toutes ces fonctions d'accouchement. Il y a un phénomène d'inflammation dont on parlera peut-être. Diapositive suivante. Regardez, vous avez du mal à convaincre les médecins. Gardez-le même si vous ne croyez pas pour vous trouver une hypothyroïdie, pour trouver quelque chose d'hépatite, pour trouver des séquelles d'une infection qui aurait passé inaperçue. Gardez ce médecin, même si vous ne croyez pas, et n'y allez pas toujours en disant j'ai la fibro, parce qu'il ne vous cherchera plus une autre maladie qui pourrait être curable. D'accord? Il y a toujours des copathologies avec la fibro, toujours. Voire le surpoids. Regardez cet état d'une association qui fait comme Femme Actuelle. Vous êtes abonné à Femme Actuelle? Je ne peux rien pour vous si vous n'êtes pas abonné à Femme Actuelle. Parce qu'il y a tout dans Femme Actuelle. Tout ce que vous devez comprendre de la fibro, notamment. Donc là, vous voyez, c'est en anglais, ça veut dire, et en plus, elle ne paraît pas malade. Vous faites tout pour qu'il y ait un retour, une gifle d'injustice. C'est un mot important que je vais prononcer là. C'est-à-dire, chaque fois que vous allez proposer à un médecin, diapositive suivante, quelque chose de votre souffrance qui n'est pas localisé que dans le corps. Bien sûr, c'est essentiel, la douleur. Mais vous aurez chaque fois une explication nulle, puisque il n'y a rien, tout est normal. Diapositive suivante. Vous allez voir le neurologue, votre mémoire, vous n'êtes pas Alzheimer. Vous allez voir l'ophtalmo, votre vision est parfaite. Vous allez voir, comment ça s'appelle les oreilles? Merci. L'ORL, tout est normal. Le gastro, vous digérez mal. C'est normal, il n'y a rien. Vous avez fait des fibros, des colos, il n'y a rien. Chaque fois, vous recevez une gifle d'injustice. Mais malgré tout, ayez un médecin. Certains médecins, nous, les 30 Glorieuses, on a appris à médecine qu'il fallait guérir les patients. Et donc, gérer comme vous l'échec pendant 5 ou 10 ans, on ne sait pas le faire. Donc c'est pour ça que certains médecins, par honnêteté, vous disent « je ne peux pas vous guérir, donc je ne vous prends pas en charge ». D'autres disent... Je vais rebondir avec la question précédente, il me semble. Voilà, oui, bonjour, je suis fibro depuis 8 ans à peu près. Donc je pratique la TDCS et pas la RTMS à la clinique Mirambeau à Anglette depuis 1 an et demi. Et j'ai le protocole antidouleur. Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne forcément au niveau douleur, mais au niveau sommeil, c'est le jour et la nuit. Je dors beaucoup mieux depuis que je pratique ça, donc il y a tout un protocole. Et bon là j'ai eu autre chose et j'ai plus de séances. Et effectivement, je me suis aperçue que mes douleurs étaient un peu plus intenses. Donc c'est toujours difficile de mesurer la douleur, mais au niveau en tout cas sommeil, c'est magique. Même si c'est toujours ces petits pourcentages dont vous parliez, je le recommande fortement. Et c'est bon, c'est à Anglette, la clinique Mirambeau avec le docteur Daudet. C'est des stimulations transcrâniennes aussi. Oui, voilà, avec un casque. Et donc, c'est exactement ce que vous montriez sur... je suis stimulée à ce niveau-là, et puis à l'arrière, et c'est du 2 ampères qui passe de l'avant vers l'arrière ou l'arrière vers l'avant. A une façon de se reprogrammer. Certains patients avec la mélatonine. Vous voyez, le sommeil étant perturbé, cette petite hormone du sommeil qui est en vente libre dans les drugstores américains. Oui, même en France un peu, à 1,9 mg, c'est dans les magasins bio. Pour certains, c'est un peu miraculeux, c'est le début d'une amélioration. Mais on ne peut pas le généraliser, les études ne montrent pas. Il nous reste 4 minutes pour conclure. J'ai une dame qui a une question. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé des troubles du sommeil sans dire qu'est-ce qu'il y avait comme solution par rapport à ça. Donc vous avez parlé des rêves et tout ça, mais celui qui ne dort pas, qui n'arrive pas à dormir. Alors, d'abord, le sommeil est fait de plusieurs cycles qui se reproduisent au cours de la nuit. C'est une première chose, ça c'est la base. Et vous m'entendez là? Oui. Je disais que le sommeil est fait de plusieurs cycles, d'une part. D'autre part, il faut travailler sur le rythme du sommeil. S'il y a des personnes qui dorment 2 heures l'après-midi, qui font la sieste 2 heures l'après-midi, c'est déjà une erreur. Parce que du coup, il y aura moins de demandes de sommeil, si je puis dire, de la part du cerveau le soir. Donc il faut travailler sur le rythme du sommeil. Tout le monde n'est pas apte à dormir 8 heures, tout le monde n'est pas apte à dormir que 4 heures.
Donc, si vous voulez, vraiment, c'est une adaptation à chacun, et c'est pour ça qu'il y a aussi, ce qui était très important dont tu as parlé, les études sur l'apnée du sommeil. Parce que l'apnée du sommeil retentit sur le rythme, la qualité du sommeil, la phase paradoxale du sommeil. Donc oui, au sein du sommeil, il y a plusieurs éléments dont il faut tenir compte pour pouvoir traiter correctement le sommeil et donc la douleur. Et oui, ce qui est très dur à comprendre, c'est que de 20 ans à 90 ans, on va avoir une perte des durées de sommeil. 2 cycles d'une heure et demie, 3 cycles d'une heure et demie, ça suffit pour vivre. Mais c'est intolérable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a des micro-sommeils qui font qu'on vit quand même. Mais on ne supporte pas de dormir que 3 heures dans la nuit. Au conseil d'administration, cette association, c'est Fibromyalgie SOS. Et évidemment, je remercie ma famille, mes amis qui m'ont toujours soutenue parce que j'ai mangé la vie familiale pour l'association. Parce que quand on est dans une cause, je pense qu'on se donne à fond et que souvent, malheureusement, ça empiète sur le milieu familial. Mais aujourd'hui, je voudrais remercier une personne que j'ai rencontrée il y a 9 ans et sans qui je n'en serais pas là aujourd'hui parce que grâce à elle et grâce à son dévouement, je vais y arriver, et sa force de caractère, parce que gérer une association de malades, c'est très dur. Et gérer une équipe de bénévoles malades, c'est aussi très dur. On en a vu des vertes et des pas mûres pendant 9 ans, des déceptions, des joies, aussi des fous rires. Et donc cette personne-là, c'est Nadine, présidente de l'association, et je vais te remercier pour tout ce que tu fais. Je terminerai par une phrase qui dit, et j'en suis le témoin aujourd'hui, c'est un célèbre chanteur qui a dit « On a toute la vie pour s'amuser, on a toute la mort pour se reposer. » Alors profitez de la vie, faites ce que vous avez à faire, prévoyez des voyages, prenez des assurances quand même, mais vous savez, même une personne qui n'est pas malade peut avoir la grippe la veille du départ. Donc faites des projets, s'ils ne peuvent pas se réaliser, tant pis, mais faites-les, parce que franchement, même si vous passez une journée fatigante avec vos petits-enfants, à danser ou n'importe, même si vous le payez, vous avez des souvenirs plein la tête. Et ces souvenirs-là, c'est le meilleur des antidouleurs. Merci, bonne soirée. Bon ben voilà, nous on a fait un petit concert de musique, chanter des chansons françaises, traditionnelles, a cappella. Il y avait quoi sur ça? On va commencer avec une très vieille chanson, 3 petites notes de musique. Trois petites notes de musique, on criait boutique, au creux du souvenir. C'en est fini leur tapage, elles tournent la page et s'en vont dormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé. Dans les rues de l'été, oh, toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait.